Vous connaissez le dicton, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Alors effectivement, c'est un fait, mais pourquoi au juste, pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et pourquoi les pauvres sont-ils de plus en plus pauvres? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc, dans cet épisode, on va voir pourquoi il y a des personnes qui sont de plus en plus riches au fil du temps, alors que sur la même durée, il y en a d'autres qui ne cessent de s'appauvrir. Ça, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours et je suis un petit peu surpris parce que beaucoup de personnes se plaignent de cet état de fait, du fait que c'est scandaleux, les riches sont de plus en plus riches, et en parallèle de ça, il n'y a plus de classe moyenne, les pauvres sont de plus en plus pauvres, mais je vois malheureusement que trop peu de personnes, en fait, se posent réellement la question de savoir pourquoi et de ce qu'elles peuvent faire pour remédier à cette situation. Alors, avant d'attaquer cet épisode, je tiens à faire une petite mise en garde. Je vais parler de riches et de pauvres dans ce podcast. C'est absolument pas péjoratif, c'est pas un jugement, ne le prenez pas mal, attention. C'est simplement deux mots que je vais utiliser pour expliquer et identifier deux comportements qui sont diamétralement opposés vis-à-vis de l'argent. Donc on va parler de comportement d'enrichissement et comportement d'appauvrissement. Déjà, je voudrais qu'on se mette d'accord. Pour moi, la richesse, c'est pas le montant que vous gagnez. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. C'est le montant que vous conservez. Je veux dire par là que le flux de revenus, pour moi, n'est pas une richesse. C'est un indicateur de l'argent que vous gagnez, mais c'est pas du tout un indicateur de niveau de richesse parce que la richesse se mesure en patrimoine, en valeur cumulée de ce que vous possédez. Et donc, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui dépense tout ce qu'il gagne, eh bien, il est moins riche que quelqu'un qui gagne 2 000 euros et qui réussit à en épargner et à en investir 500 tous les mois. Il faut vraiment pas confondre richesse et niveau de vie, ce sont deux choses différentes. Alors le secret, finalement, il y en a qu'un, il y a une seule chose, mais une petite chose qui provoque une telle différence entre les riches et les pauvres sur du long terme, ce sont leurs habitudes financières. Ce sont donc deux schémas qui sont complètement opposés et qui, sur le long terme, ont des conséquences très différentes. Que se passe-t-il chez les personnes qui s'appauvrissent tout d'abord? Eh bien, les personnes qui sont de plus en plus pauvres au fil du temps, quand elles reçoivent leur argent, leur salaire par exemple, eh bien, elles dépensent ce salaire et elles se disent qu'elles épargneront ou investiront ce qu'il reste, s'il reste quelque chose. Le problème avec cet état d'esprit, avec cette façon de procéder, c'est que dans leurs habitudes de dépenses, elles achètent uniquement des passifs, c'est-à-dire des choses qui leur coûtent de l'argent, des choses qui coûtent de l'argent soit parce que ça perd beaucoup de valeur, soit ça coûte de l'argent parce qu'il faut maintenir, entretenir ce passif, que ce soit directement ou indirectement. Alors en clair, il y a des choses qui rapportent rien. Le plus gros passif par excellence, c'est la voiture, et une voiture, ça vous coûte de l'argent. Alors il y en a qui vont me répondre, oui, mais on a bien besoin de se déplacer pour aller travailler, etc. Bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais il y a une erreur qui est souvent faite, c'est d'acheter une voiture qui est suréquipée, surpayée par rapport à un besoin réel. Je vois beaucoup de gens, je sais que je vais pas me faire que des amis, mais qui achètent une voiture neuve, ce qui est quand même la pire chose à faire d'un point de vue financier. Une voiture neuve, faut savoir que ça perd 20% de sa valeur dès que vous sortez de chez le concessionnaire. Et sur les 4 premières années de sa vie, ça a perdu 50% de sa valeur. Et la décote est ensuite de plus en plus lente au fil du temps. Donc, à mon avis, le meilleur moment, alors si vraiment vous avez besoin d'une voiture neuve ou récente, essayez de l'acheter à un mandataire ou d'acheter une occasion qui a 6 mois et qui a 3000 km. Mais sinon, le meilleur moment pour moi pour acheter une voiture, c'est de prendre une voiture qui a plus de 4 ou 5 ans. Là, vous allez avoir un bon ratio. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire oui, mais il y a de l'entretien, il y a des frais, etc. Oui, c'est vrai. Mais la carte grise est moins chère, à partir de 10 ans, l'assurance est moins chère, les pièces détachées et l'entretien sont généralement moins chers que sur une voiture neuve. Tout ça accumulé fait que vous n'aurez pas, en réparation, si vous achetez une voiture bien entretenue, vous n'aurez pas un montant de réparation équivalent à la décote que vous subirez sur une voiture neuve. Bon. Après, c'est une question d'image, c'est une question d'ego, je comprends tout ça, je le conçois, mais voilà, si c'est pour aller travailler tous les jours et faire 10 km le matin, 10 km le soir, ou 20 km, peu importe, voilà, repensez ce besoin. Je suis pas en train de vous dire comment dépenser votre argent, attention, je suis juste en train d'essayer d'expliquer des différences de mindset, d'approche de la consommation et de comportement, voilà, et après, à vous de voir si vous êtes prêt à faire ces choix-là ou pas.
Je parle de la voiture parce que c'est le passif le plus cher, mais c'est exactement la même chose avec un smartphone, le dernier modèle d'iPhone, une télévision dernier cri, les vêtements, etc. Toutes ces choses que vous achetez neuves, qu'on achète neuves, hein, parce que moi aussi j'en achète quand même, sont payées bien trop cher quand elles sont neuves, ça perd tout de suite beaucoup, beaucoup de valeur. Et en fait, le problème avec ça, c'est que c'est une illusion de richesse, c'est uniquement une image. C'est-à-dire que les personnes qui s'appauvrissent, elles ont l'impression d'être riches parce qu'elles ont des objets qui coûtent cher, donc elles essayent d'adopter le comportement, elles essayent de paraître, mais elles ne sont pas réellement riches, hein. La plupart des objets, une fois que vous les achetez, comme je vous l'ai dit, ne valent plus qu'une fraction de leur valeur initiale. Et en fait, se met en place un cercle vicieux parce que comme ces personnes ne développent pas de nouvelles sources de revenus, elles n'ont que les revenus issus du travail. Et comme généralement les salaires augmentent moins vite que le coût de la vie, eh bien elles ont de moins en moins d'argent disponible au fil des années et peuvent de moins en moins investir. Et donc, eh bien, elles s'appauvrissent parce que le coût de la vie augmente et les salaires n'augmentent pas dans les mêmes proportions. À l'inverse, les personnes qui s'enrichissent, eh bien, elles privilégient l'épargne et l'investissement à la dépense. Ça veut dire qu'elles vont commencer par épargner une partie de leur salaire pour l'investir et ainsi se constituer un patrimoine et développer de nouvelles sources de revenus. Et elles vont ensuite dépenser l'argent qu'il reste. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit un peu plus en amont, ça implique de faire des choix financiers et de moins consommer ou de consommer plus intelligemment en se tournant par exemple vers du reconditionné, de l'occasion, en achetant des choses plus durables. Ça nécessite de repenser son rapport à la consommation et de se poser la question de savoir si les choses que vous avez l'habitude de consommer sont vraiment nécessaires ou pas. Alors, c'est pas forcément évident, hein, mais voilà, investir, atteindre sa liberté financière, développer des sources de revenus passifs, ça nécessite de faire des sacrifices, ça c'est une réalité. Ne croyez pas que les investisseurs ne font pas de sacrifices. J'en ai fait. Toutes les personnes que je connais et qui ont atteint la liberté financière ont fait également des sacrifices. En faisant ça, l'avantage, c'est que les personnes qui s'enrichissent, qui procèdent de cette façon, elles arrivent à maintenir un niveau de vie qui est bien inférieur à leurs revenus et la différence est systématiquement investie. Donc, il y a un double effet qui se coule qui fait que, comme le niveau de vie reste relativement maîtrisé, eh bien, elles n'ont pas besoin d'avoir de gros revenus pour vivre correctement. Et en plus de ça, elles vont être beaucoup plus rapidement à la liberté financière, parce que c'est plus facile de vous générer 2000 euros de revenus passifs que de vous en générer 10 000. Hein, ça, c'est une évidence. Et j'avais lu une fois dans un livre, je ne sais plus quel livre c'était, mais qu'en gros, il faut continuer à vivre comme si on était pauvre, peu importe ce qu'on gagne. Alors oui, c'est un peu extrême, hein, bien sûr, je vous demande pas non plus de dormir sous les ponts, mais je pense que vous saisissez l'idée, hein, l'idée globale à garder en tête, la ligne de conduite à essayer de conserver, c'est de ne pas faire l'erreur d'augmenter votre niveau de vie lorsque vos revenus augmentent, ou en tout cas, si vous devez l'augmenter, de l'augmenter beaucoup, beaucoup moins rapidement que votre niveau de vie, hein, dans des proportions beaucoup moins importantes. Et en faisant de cette façon, en procédant ainsi, eh bien, plus le temps passe, plus le patrimoine augmente et plus les revenus augmentent. Cette fois, on est dans un cercle vertueux. L'argent issu des investissements est ensuite réinvesti, ce qui va contribuer à accélérer l'enrichissement. Et donc, c'est la raison pour laquelle plus le temps passe, plus les riches s'enrichissent. C'est le principe des intérêts composés qui avait été mis en évidence par Einstein et que Warren Buffett adore appeler le fameux effet boule de neige. Et si vous voulez aller plus loin là-dessus, si vraiment vous voulez comprendre un petit peu cet état d'esprit, vous imprégner de ce mindset, moi je vous recommande de lire un livre qui est extrêmement célèbre, qui s'appelle The Millionaire Next Door, qui n'existe, je crois, à ma connaissance, qu'en anglais. Vous pouvez peut-être trouver des versions françaises, mais je vous garantis pas la qualité de la traduction. Et en fait, The Millionaire Next Door, c'est un livre américain qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant. Il est sorti, je crois, dans les années 90 ou début des années 2000. Je sais plus exactement. Mais en fait, les auteurs ont étudié le comportement de millionnaires américains pendant 20 ans. Donc, c'est une grosse, grosse étude. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que la plupart d'entre eux se sont faits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont partis de zéro et ils sont devenus millionnaires. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est d'étudier leurs habitudes de comportement. Et le bouquin met bien en évidence le fait que ils conduisent des voitures d'occasion, ils n'ont jamais mis plus de 50 000 dollars dans une voiture. Alors, on va recontextualiser, hein, ce sont quand même des millionnaires. Et 50 000 dollars, on pourrait se dire que quand on est millionnaire, on peut mettre plus. Mais ils expliquaient qu'en fait, la plupart d'entre eux, c'était des voitures à 20-25 000 dollars. Et voire moins, quoi. Ils habitent dans des quartiers, alors pas dans des HLM, mais pas non plus dans les quartiers les plus riches ou les plus m'as-tu vu. Ils habitent dans des quartiers de monsieur et madame tout le monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, ils n'achètent pas des fringues de créateurs, voilà.
Je vous dis pas qu'il faut forcément copier, coller l'intégralité de ses comportements. Il faut aussi savoir se faire plaisir et puis surtout dépenser de l'argent dans ce qui vous fait vraiment plaisir. Mais ce que j'appelle raisonner et repenser son rapport à la consommation, eh bien, c'est vraiment de se dire que qu'est-ce qui est important pour moi? Et là, à la limite, je mets de l'argent là-dedans. Et puis, quelles sont les choses qui sont pas du tout importantes pour moi? Typiquement, si je m'en fiche d'avoir un petit logement ou d'habiter pas dans le centre-ville, bah, ça peut être l'occasion de gagner sur votre loyer, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, posez-vous cette question. Dans quoi est-ce que j'ai envie de me faire plaisir avec de l'argent? Et qu'est-ce qui est vraiment important? Moi, ça m'est arrivé de revendre, voilà, de conduire une voiture qui avait 10 ans, de revendre une moto pour pouvoir avoir cette liberté financière. Je dis pas que ça a été forcément facile, hein, ça n'a pas été des choix hyper simples, mais rétrospectivement, je regrette pas de l'avoir fait. Et bon, ça m'a pas non plus changé la vie de faire ces sacrifices. À vous de voir ce que vous êtes prêt à faire et ce que vous n'êtes pas prêt à faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Je vous remercie de votre fidélité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.